Vasse-Ducet, tome 2. Le clan Vasse s'agrandit. Suite. Mardi 29 février 2000. Le beau temps se maintenait sur la station. Éléonore, debout depuis 7 heures du matin, avait fait sa séance quotidienne de yoga avant de retourner se blottir contre François et profiter de ses caresses et de ses baisers avant une longue journée de ski. Comme prévu, le petit groupe partit peu après l'ouverture des remontées mécaniques pour skier sur Valmorel. Saint-François était à la base un village, devenu station de ski dès les années 50. Mais la station de Valmorel, lancée en 1976, était complètement différente. Elle avait été créée en site vierge, avec une séparation nette entre la circulation piétonne et la circulation automobile. Elle ressemblait à un village avec un habitat compact et des bâtiments ne dépassant pas 4 étages. Au centre du village se trouvait une fontaine, autour de laquelle convergeaient ces ruelles. Les façades des chalets étaient enduites de couleurs pastel, avec des ouvertures soulignées en trompe-l'œil, imitant des pierres d'angles et des pilastres, et aussi des arcades en rez-de-chaussée, surmontées d'enseignes en fer forgé. Valmorel ressemblait plus à un village suisse du XIXe siècle qu'à un village savoyard, sans doute pour attirer une clientèle internationale. En tout cas, c'était toujours mieux que les barres de béton visibles dans certaines stations qui faisaient penser à des immeubles de banlieue, sans doute pour ne pas dépayser les touristes citadins. Comme Saint-François, Valmorel était lové au pied du Cheval Noir. Les deux stations étaient reliées pour former, avec Doucy et Cellier, le Grand Domaine, avec ses 165 km de pistes et sa cinquantaine de remontées mécaniques. C'était le seul domaine reliant la Maurienne et la Tarentaise. Le quatuor avait skié la veille sur Saint-François. Ils avaient pris le télésiège de la Lune Bleue, puis le téléski du Rocher Blanc, afin de redescendre la piste bleue, le lac Blanc, et rejoindre le Tierfesse Côte 2305, dévaler leur première piste rouge, le Renard, et reprendre le même Tierfesse pour redescendre de l'autre côté par le mur une autre piste rouge. Cette dernière les avait ramenés à l'arrivée du double téléski du Frêne, et ils s'étaient engagés sur la piste nommée le col, sans aller jusqu'au bout, et descendirent le dôme avant de prendre un bout de la Longchamp, afin d'atteindre le Mollaret. De là, ils étaient remontés par le double tire-fesse du Frêne, afin d'aller cette fois jusqu'au col, déjeuner à la banquise. Éléonore préférait ce restaurant à celui d'à côté, simplement parce qu'elle y avait ses habitudes. Installés en terrasse, ils avaient pris des paniers burgers savoyards, avec burger bacon, Beaufort, oignons et sauce Marcelin, entre autres ingrédients, sauf Éléonore, qui avait préféré un panier avec un burger saumon fumé maison, tomates séchées, réfort et sauce chien, chaque panier contenant de la salade et des frites. Bizarrement, aucun ne prit de dessert. Ils s'étaient prélassés un peu au soleil le temps de digérer avant de rechausser les skis laissés sur le côté du bâtiment. Par la route du col, ils avaient atteint en peu de temps le télésiège de la Lausière, qui, avec sa ligne de 1640 et quelques mètres, les avait emmenés à un train de sénateurs vers le point culminant du Grand Domaine, à environ 200 mètres en dessous du sommet du Gros Vilan. De là-haut, ils avaient eu droit à un panorama sublime sur les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne. Le tracé des longues pistes traversant la large combe était relativement protégé du vent. « Vous avez le choix entre 2 rouges et une noire », avait prévenu Éléonore. « La première rouge, c'est la reverdie », avait-elle dit en montrant la piste avec un de ses bâtons. Le début du parcours suit un chemin le long des falaises et après l'embranchement avec la colombe, la seconde rouge, il y a un mur difficile et pentu. Quant à la piste noire de la Lausière, elle longe en partie le tracé du télésiège. La colombe rejoint le col de la Madeleine et est peut-être moins difficile que la reverdie. À vous de décider ce qui vous convient le mieux. Ils avaient finalement choisi de descendre le début de la reverdie, puis, à partir de l'embranchement, la colombe. Arrivés au col, ils avaient descendu la combe de Bâle, puis la Longchamp jusqu'au centre de la station. Ils avaient ensuite décidé de faire une dernière piste et avaient rallié le téléski du Marquis afin de redescendre par les coques, puis avaient repris le tire-fesse pour rentrer dans le centre de la station.
Ce mardi, comme la veille, ils partirent peu après l'ouverture du télésiège de la Lune bleue. La météo restait au beau fixe. Depuis l'arrivée du frêne, ils basculèrent vers Valmorel et descendirent la Madeleine jusqu'au télésiège du Roset pour récupérer la piste de la Renouillat, direction le télésiège de Biolaine, afin de dévaler la Froide et le plan du Favre jusqu'au télésiège de Pierrafort. Les pistes bleues de Valmorel étaient en grande partie larges comme des boulevards. Aussi, de la télécabine de Pierrafort puis du télésiège du Mottet, ils voulaient rejoindre les pistes rouges pour corser un peu le menu. Ils souhaitaient aussi profiter du panorama depuis le col du Mottet à 2400 mètres d'altitude. De là-haut, ils eurent une vue splendide sur le Mont Blanc et les sommets de la vallée des Bellevilles, dont ils profitèrent un bon quart d'heure. Ils se lancèrent sur les pistes rouges du col et de la combe du Mottet pour rejoindre le restaurant d'altitude au sommet de la télécabine de Pierrafort, où ils avaient prévu de déjeuner. Ils avaient envie de prendre leur temps et profitèrent amplement de la terrasse avec sa vue imprenable. Néanmoins, il leur fallait rester vigilants pour ne pas rater le dernier télésiège pour retourner vers Saint-François. Ils repartirent donc vers 14h30 pour rejoindre le centre de la station, où ils firent une courte pause. Puis, ils empruntèrent l'Altispace et le télésiège de Biolaine pour récupérer la piste Lavalette qui les mena au télésiège de la Madeleine, permettant la liaison avec leur station. Une fois arrivés au sommet de ce dernier télésiège, ils n'avaient plus à s'inquiéter de l'heure, puisque toutes les pistes pouvaient les mener au centre de Saint-François. Ils firent une halte au carrefour entre le sommet du télésiège qui les avait ramenés et celui du tire-fesse du frêne. Les pistes commençaient à se vider des skieurs qui redescendaient les uns vers Valmorel et les autres vers Saint-François. Le soleil commençait à décliner, mais dardait encore vaillamment ses rayons. D'ici 1 heure, il serait caché par la chaîne de la Lausière. Les 2 couples s'étaient assis dans la neige. Éléonore s'était installée entre les jambes de son mari, le dos appuyé contre sa poitrine. Celui-ci l'entourait de ses bras. Elle se sentait bien, et elle renversa sa tête en arrière pour la poser au creux de son cou. Elle sentit ses lèvres se poser sur sa tempe, ce qui déclencha une onde de frisson dans tout son corps. Elle pivota, passant ses jambes par-dessus celles de François pour chercher sa bouche. Ils échangèrent un long baiser et se séparèrent à regret. Éléonore se releva, ce qui donna le signal du départ. Elle était pressée de rentrer, de retrouver l'intimité de leur chambre, ne serait-ce que quelques instants. Elle les entraîna vers la Dôme, puis la Longchamp, qu'elle descendit à fond, comme si elle cherchait à battre son record de vitesse. François la suivit, laissant loin derrière Max et Sarah. Ils s'étaient déjà délestés de leur matériel quand ces derniers les rejoignirent dans le local à ski. « Eh bien, dites donc tous les deux, vous m'avez l'air bien pressés, s'exclama Max, moqueur. Vous étiez bien trop sage depuis 2 jours. Ou plus discret. La réponse exacte est la 2, répondit François en entraînant Éléonore vers la sortie du local. On vous laisse fermer. Le couple d'amoureux disparut dans l'ascenseur, où ils se retrouvèrent heureusement seuls pour s'embrasser à loisir. Les parents d'Éléonore étaient déjà rentrés et les virent passer à toute vitesse. Éléonore prit juste le temps de leur dire « Salut papa, salut maman, nous revenons tout de suite, juste besoin de nous mettre à l'aise. » Jacques regarda Laurence d'un air entendu. « À mon avis, nous n'allons pas les revoir tout de suite. »« Je ne pense pas, » répliqua Laurence avec un sourire. La porte à peine refermée, Éléonore ôta sa veste, puis le reste de ses vêtements, tandis que François faisait de même. Elle voulait sentir sa peau contre la sienne. Elle se laissa tomber sur le lit. « J'ai tellement envie de toi, viens. » Il fut aussitôt sur elle, explora sa bouche de sa langue et d'une main caressa un sein, puis son flanc. Mais ils avaient faim l'un de l'autre. Elle se tendait vers lui en serrant ses hanches avec ses longues jambes fuselées, le suppliant de venir en elle. Il s'enfonça d'un coup dans le sexe humide. Elle allait à sa rencontre pour qu'il la pénètre de plus en plus profondément, suivant son rythme jusqu'à ce que l'un et l'autre soient submergés par une immense vague de plaisir. François reprit la bouche de sa femme et l'embrassa longuement avant de déclarer « Ce n'était qu'un acompte. Juste de quoi te faire patienter jusqu'à cette nuit. »« J'y compte bien, dit-elle en soulevant le bassin pour se coller encore plus à François,
qui était toujours en elle. Ils rejoignirent les autres occupants de l'appartement après avoir mis des vêtements plus confortables. Il était presque 19 heures et les parents d'Éléonore avaient proposé à Max et Sarah de prendre un apéritif. « Alors, mes petits lapinous, on se sent mieux ?» demanda Max. Jacques et Laurence le regardèrent surpris, pendant que Sarah lui balançait un coup de coude dans les côtes. « Tu les as appelés comment ?» demanda Laurence, prête à s'étrangler de rire. « Bah, les lapinous » fit Max penaud, conscient qu'il venait de gaffer. François le fixait d'un air sévère. « Ceci dit, ça leur va plutôt bien, » ajouta Laurence hilare. « Il est difficile de ne pas se rendre compte qu'ils s'aiment beaucoup et souvent. »« Ah, vous voyez tous les deux, quand je vous dis qu'on entend tout. »« Vas-y, continue à t'enfoncer, Max, » dit Sarah. « Ce surnom devait rester entre nous. » Désolée, ajouta-t-elle à l'attention d'Éléonore et de François. Les amoureux se regardèrent et furent pris d'un fou rire. François lui balança une grande claque dans le dos. « Remets-toi, Max, nous savions qu'un jour ou l'autre tu allais gaffer. »« Et puis, Lapinou, c'est plutôt mignon, » ajouta Éléonore. « Et, comme l'a si bien dit Laurence, nous nous aimons beaucoup. Et beaucoup n'est pas suffisant pour décrire notre amour. Et nous nous le prouvons souvent, et pas seulement physiquement, dit François. Et avant de recommencer, je veux bien aussi un apéritif. Moi aussi, dit Éléonore. Et puis, assez parlé notre vie sexuelle. De toute façon, je préfère les actes aux paroles. Et vous êtes tous les deux très actifs, insista Max, qui se fit bâillonner un instant par Sarah. Vendredi 3 mars 2000. Leur semaine de vacances se terminait. Le lendemain, ils allaient devoir reprendre la route. Le quatuor avait exploré toutes les pistes du grand domaine et avait encore accru la difficulté en empruntant les pistes noires le mercredi. Éléonore s'était inscrite comme chaque année pour la descente au flambeau qui avait lieu chaque mercredi pendant la saison, et François avait voulu la suivre. Les places étaient limitées, mais la jeune femme était connue dans la station et appréciée des moniteurs. Cette notoriété avait permis à François de pouvoir y participer. Certains moniteurs qui avaient en vain tenté leur chance auprès d'Éléonore jusqu'à l'hiver précédent avaient au début regardé le jeune médecin comme un rival, qui avait réussi à obtenir ce qu'ils avaient essayé vainement d'avoir plusieurs années de suite. Finalement, en le voyant sur les skis et en le connaissant mieux, ils l'avaient adopté. Il avait donc dévalé le mercredi matin la piste noire L'Aigle avec Éléonore afin de tester cette piste d'où partait la descente au flambeau des adultes pour ne pas être surpris lorsqu'il la redescendrait de nuit. Adolescent, il rêvait de faire une descente au flambeau et n'avait jamais pu réaliser ce rêve. Et là, il allait exaucer ce vœu, qui plus est, avec la femme de sa vie. Il avait donc descendu cette piste noire derrière Éléonore pour rejoindre le bord de la piste, le soleil, qui se termine sur le front de neige, juste à côté du télésiège de la Lune bleue au centre de la station. C'est de là que la foule des touristes regardait la descente des nombreux skieurs, enfants et adultes, puis le spectacle offert par les moniteurs et monitrices de la station dans les différentes disciplines de glisse, comme le ski alpin, le snowboard, le télémark, le ski acrobatique ou encore le big air. Les parents d'Éléonore, accompagnés de Max et Sarah, figuraient parmi les spectateurs enthousiastes. Grâce à sa femme, François avait pu aussi découvrir les coulisses du damage des pistes. Il avait été impressionné par les dameuses elles-mêmes, équipées de GPS et dotées d'une cabine somme toute très confortable. Ces machines pouvaient travailler sur tout type de pente, et ce, peu importait la météo. Sur les fortes pentes, le dameur pouvait amarrer son ratraque à un point fixe à l'aide de son treuil. Il avait découvert ce métier de dameur, un métier aux horaires décalés, qui comprenait non seulement la préparation des pistes, y compris les pistes de compétition, mais aussi la sécurisation des sites, puisque c'est souvent ce professionnel qui signalait toute anomalie sur un parcours. Le rôle du dameur était également, en cas d'accident ou d'avalanche, de participer aux opérations de secours et de déblayage. Autant dire que ce métier pouvait comporter des manipulations à risque, dans des conditions parfois acrobatiques. Le temps s'était maintenu au beau toute la semaine.
Ils avaient tous pris des couleurs avec les incontournables traces de lunettes ou de masques, et pour Sarah, l'immanquable coup de soleil sur le nez qui était passé du rouge cramoisi au brun. Bizarrement, la démarcation était discrète chez Éléonore, dont le visage était hâlé sans excès. Il faut dire que, comme ancienne infirmière de dermatologie, elle appliquait de l'écran total plusieurs fois par jour. Elle en avait rappelé l'utilité à ses comparses sans succès. Même Sarah, qui exerçait toujours en dermato, oubliait de renouveler l'application d'une protection. François trouvait que le bronzage faisait paraître les yeux de sa bien-aimée encore plus verts. Ce vendredi, ils étaient rentrés assez tôt dans l'après-midi pour restituer le matériel avant que la foule des touristes se précipitât dans le magasin. Et Éléonore était allée enlever les chaînes restées sur la Ford Escort et devenues inutiles pour repartir. Ils s'étaient ensuite baladés tous les quatre dans la station, enlacés deux par deux, avant de finir en terrasse, bientôt rejoints par Jacques et Laurence, pour prendre un verre en profitant des derniers rayons du soleil. Le quatuor avait passé un certain temps en terrasse pendant cette semaine, à des endroits différents, et un de leurs passe-temps favoris, surtout celui de Sarah, très moqueuse, consistait à passer en revue les tenues des skieurs, dont certains osaient tout et n'importe quoi, mais aussi les gamelles que ramassaient certains. Ils ne firent pas exception ce dernier soir. Éléonore était plus silencieuse. Elle se repaissait surtout du spectacle de la montagne enneigée sur fond de ciel bleu. Son regard fixait intensément le cheval noir face à elle, et plus loin le massif des écrins, ce paysage qu'elle aimait tant. Peut-être parce qu'elle était née en février, parce qu'elle était une fille de l'hiver. François la sentit un peu nostalgique et l'attira à lui pour la serrer dans ses bras. Le voile de tristesse s'estompa, et elle cala sa tête sur son épaule. Ils devaient tous finir la soirée devant une fondue savoyarde à la Boîle du Dahu pour finaliser une semaine de menu pas très équilibré, à base de fromage, beaucoup de fromage, de féculents, pommes de terre, creusets, etc., ou encore de charcuterie locale comme les Diaux ou les Pormonniers. Les deux jeunes couples finiraient la soirée en discothèque à la Barma, où ils n'étaient pas allés de la semaine, mais les moniteurs et certains saisonniers avaient insisté pour qu'ils viennent. Après tout, ils ne reprenaient le travail que le lundi, et pouvaient à la rigueur repartir le samedi soir, voire le dimanche. Le quatuor arriva à la discothèque vers 23 heures. Il y avait surtout des saisonniers et de jeunes moniteurs, car les touristes pour la plupart repartaient tôt le lendemain matin ou étaient déjà partis. Ils se déchaînèrent sur la piste où Éléonore était très entourée, mais elle ne resta jamais très longtemps éloignée de François. Les moniteurs lui demandèrent de danser pour eux à un moment donné et elle leur céda avec les 2 titres de Cher qu'elle avait chorégraphiés pour l'Armada. Elle poursuivit avec le titre de Tarkane, mais en se rapprochant de François et en tournant autour de lui avec un foulard qu'elle avait emprunté à Sarah. Tous la regardaient bouche bée utiliser les techniques de danse orientale avec les accents de hanche, de poitrine, les chemises, les fameux 8 ou rotations de bassin, sans oublier le chameau, cette vague avec le corps, ainsi que les vibrations. Elle les faisait voyager, mais celui qu'elle voulait faire voyager, c'était son mari. Il était déjà 3 heures du matin quand ils rentrèrent se coucher. Ce qui était certain, c'est qu'ils ne repartiraient pas le matin. Ils se mirent d'accord pour partir le samedi soir et ainsi éviter les bouchons avant Paris. François avait hâte de se retrouver seul avec Éléonore. Manifestement pressé de se coucher, il s'était déshabillé rapidement et l'attendait, allongé, les mains derrière la tête. Il la regarda commencer à se dévêtir, puis l'interrompit. Elle portait encore son jean et son soutien-gorge. « Tu m'avais caché tes talents de danseuse orientale. Oh, tu sais, les techniques de danse orientale ne sont pas si éloignées de celles du modern jazz. J'avais l'impression d'avoir devant moi Salomé faisant la danse des 7 voiles. Que ne ferais-je pas pour te séduire? Tu veux que je recommence? Mais sans musique pour ne pas déranger les voisins. » Sans attendre la réponse, elle refit les accents de poitrine, les 8 et le chameau. C'est ce dernier qui étonnait le plus son mari. Ce n'est qu'une vague qui part des genoux en passant d'abord par le ventre, puis le bassin
et le buste pour aboutir aux épaules. Chacun des mouvements est simple. Ce qui est compliqué, c'est de les relier dans le bon ordre. Cela nécessite de la coordination et une certaine souplesse. Mal fait, cela peut vite devenir vulgaire. Fait par toi, c'est très sensuel et très excitant. Pas la peine de le dire, je le vois. Tu ne peux pas me laisser dans cet état. Certainement pas, tu as besoin de soins particuliers. Elle finit de se déshabiller et s'allongea contre lui. Il l'attira sur lui, avide de ses caresses. La route du retour avait été plus rapide que l'aller. Rouler de nuit était peut-être parfois pénible, mais la circulation était généralement fluide. Ils étaient partis vers 21h après un dîner léger préparé par Laurence. Maxime avait pris le volant au départ, mais cette fois, François avait préféré être à l'arrière avec Éléonore. Il savait que quitter sa montagne allait être pesant. Il avait perçu quelques larmes dans ses yeux lorsqu'elle avait jeté un dernier regard vers l'ombre du cheval noir, puis vers la chaîne de la Lausière et les lumières de la station. Il avait envie d'être là pour elle, de sentir la chaleur de son corps contre lui, son parfum, de l'entendre respirer. Elle s'endormit, la tête sur son épaule, quand ils passèrent à la hauteur de Chimilin. Les changements de chauffeur allèrent de pair avec le déplacement de chaque couple dans le véhicule. Éléonore se réveilla quand François dut prendre le volant sur l'aire de Villefranche-Lima-Ouest. Elle regardait plus le jeune homme que la route. Elle aimait contempler son profil, comme elle l'aimait. Elle était toujours surprise d'avoir eu la chance de le rencontrer et qu'il soit tombé amoureux d'elle. Elle revoyait souvent dans ses rêves éveillés ce premier jour où elle l'avait vu appuyé contre le mur de la salle de pause, sa tasse de thé dans une main. Elle revivait la scène, ses yeux dans les siens, les frissons qui avaient parcouru tout son corps quand il avait pris sa main pour lui dire bonjour, son visage tout près du sien quand il l'avait rattrapé dans le couloir pour lui rendre son planning. Depuis lors, l'attraction qu'il exerçait sur elle n'avait jamais cessé. Elle avait envie de le toucher et posa une main sur sa cuisse. En réponse, il enferma cette main dans la sienne et la garda un long moment. Ils étaient arrivés à Rouen vers 6h30. Après avoir déposé Max et Sarah chez eux, ils avaient rejoint leur duplex. Ils posèrent leurs bagages dans l'entrée et allèrent directement dans leur chambre pour se reposer. Le sommeil les avait gagnés rapidement. Jeudi 6 avril 2000. Le dicton « En avril ne te découvre pas d'un fil » s'avérait de bons conseils, d'autant qu'il y avait un petit vent glacial. Éléonore, en sortant du studio de danse à 19h, avait rabattu la capuche de sa doudoune sur sa tête et marchait tête baissée. François n'allait pas tarder et peut-être était-il déjà rentré. Perdue dans ses pensées, elle percuta la personne qui arrivait en face, qui ne fit rien d'ailleurs pour l'éviter. Elle marmonna un « excusez-moi » avant de relever la tête et de croiser des yeux bleus qu'elle connaissait bien. « François, qu'est-ce que tu fais là ?» elle, en lui sautant au cou. « Je me promène et je te rappelle que j'habite juste à côté. Nous habitons juste à côté. Tu n'as pas une impression de déjà-vu ?»« Si. Je suis sûre maintenant que tu as fait exprès de te mettre sur mon passage. » »« Oui, je voulais revivre cette scène avec toi. Tu te souviens de tout ? Dans les moindres détails. Et d'ailleurs, si on allait au resto ?» Comme l'année précédente, il l'entraîna sans attendre la réponse. « Attends, François, ma tenue est toujours aussi indécente et en plus, il fait plus froid que l'année dernière. Tu surveilles, comme la dernière fois, pendant que je me change ? Et tu as le droit de regarder. Crois-moi, je ne vais pas me priver de ton striptease. » Elle enfila rapidement le sweatshirt qu'elle avait toujours dans son sac et remit sa doudoune. « Je connais cette lueur dans tes yeux. J'ai trop envie de t'embrasser, dit-elle en lui donnant un baiser furtif. « Allez, viens, j'ai faim. Tu sais ce que j'ai pensé à ce moment-là, il y a 1 an ? Que j'avais faim de toi. Ça n'a pas changé. Je t'aime, dit-elle en l'embrassant de nouveau, en guise de réponse. Ils échangèrent de longs regards en dégustant leur fondue savoyarde. Leurs mains se cherchaient sans arrêt. Tu es toujours si belle, et encore plus quand tu souris.
Tu sais que tu n'es pas mal non plus. D'ailleurs, il y en a quelques-unes là-bas qui lorgnent un peu trop sur toi. Mais moi, je ne vois que toi. Quand je pense à la réputation que tu avais quand nous nous sommes vus la première fois, alors qu'en fait, tu es l'homme le plus romantique que j'ai jamais rencontré. La preuve, cet énorme bouquet de roses dimanche, cette lettre pour mon anniversaire. Je t'avais dit que je me souviendrais toute ma vie de ce moment, répondit-il, avec ce regard qui la faisait chavirer. Il lui effleura le visage, remit une mèche de cheveux en place. Elle prit sa main pour en embrasser la paume et le contempla un long moment. Moi aussi, ce moment est gravé dans ma mémoire. Je le revis dans mes rêves éveillés, comme lorsque nous sommes revenus de Savoie, le mois dernier. Ton regard, ta main qui ne lâchait pas la mienne, le moment où tu m'as rattrapée dans le couloir et que je me suis retrouvée collée à toi. J'avais tellement envie de t'embrasser, j'avais envie de toi tout court. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, c'était si intense. Et moi, j'attendais que tu m'embrasses. Tu sais que j'ai dû m'enfermer dans mon bureau pour me calmer. Et moi, dans ma voiture. Je me disais aussi que tu avais été longue à démarrer. Ils continuèrent à partager leurs souvenirs de leur premier baiser, de leur première caresse. « Et si on rentrait ?» proposa Éléonore. « Tu as raison, je te raccompagne. Rue de Lenôtre. Ok, mais j'espère que tu vas changer la fin, parce que je te rappelle que je n'y habite plus et que si tu me plantes comme l'année dernière, je suis à la rue. » Sur le chemin du retour, François resta silencieux, comme l'année précédente, mais cette fois, c'est lui qui avait pris la main de sa belle. Arrivé rue de Lenôtre, il la contempla avant de la prendre dans ses bras et plaqua ses lèvres contre les siennes. Dans un élan passionné, il la serra contre lui et explora sa bouche. Puis il laissa ses lèvres effleurer sa joue et son cou, qu'il couvrit de baisers. Éléonore fut inondée par un flot de désir quand elle sentit son sexe durci contre son ventre. Elle se pressa contre lui, et cette fois, il ne la repoussa pas. Bien au contraire, il l'entraîna vers leur appartement. La porte à peine refermée, dès l'entrée, ils se jetèrent l'un sur l'autre, avides de leurs baisers, de leurs caresses, et finirent complètement nus dans le salon après avoir semé leurs vêtements sur leur trajet. Incapable d'attendre davantage, François la renversa sur le canapé, lui écarta les jambes et la pénétra. Il sentit la chaleur d'Éléonore caresser son membre. Elle était prête. Elle se souleva pour venir à sa rencontre, gémit quand il s'enfonça profondément en elle. Il se retira, puis replongea, encore et encore. Quand le rythme s'accéléra, elle se cambra pour diriger la pression de la hampe où elle le voulait. François eut l'impression qu'il allait exploser. Tous leurs nerfs étaient tendus dans l'attente de l'orgasme. Il n'avait plus conscience que de cela. Soudain, une vague merveilleuse les enveloppa, déferla en une exquise délivrance. François donna encore quelques coups de rein, puis s'effondra sur sa compagne. Ils restèrent soudés l'un à l'autre un long moment avant de gagner leur chambre, pour continuer à s'embrasser, se caresser, jusqu'à ce que leur désir renaisse, prenant leur temps pour le faire croître. Ils refirent l'amour plus lentement, attentifs à leur plaisir mutuel.